Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, ces dernières vraies voix de la semaine, la première semaine de l'année avec Cécile de Ménibus qui est revenue au micro lundi en pleine forme. Cécile, pour conclure cette première semaine de 2025 au micro. Eh bien écoutez, pas mal. Pas mal. J'ai envie de dire que voilà, c'est bien. En tout cas, on aura L'échauffement était correct. Oui, Pas de l'échauffement. claquage, pas d'élongation. Bon, attendez, attendez le week-end, j'ai envie de dire. On verra. C'est après les courbatures, vous savez, c'est toujours une semaine après le sport. On vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous retrouver. On voulait rendre un petit hommage, écoutez. Sud Radio, au bistrot du marché, 10h, 11h, Jean-Luc Petit-Renaud. Bonjour, c'est Jean-Luc Petit-Renaud. Le dimanche matin sur Sud Radio, c'est pour moi le moment parfait pour vous parler de nos terroirs, de vous faire découvrir les plats que j'aime avec mes amis cuisiniers, producteurs ou créateurs de nos délices gustatifs. Sans oublier en fin d'émission les tartines, alors je vous dis à tout à l'heure. Sud Radio, 10h, 11h, Jean-Luc Petit-Renaud. Jean-Luc Petit-Renaud qui était, vous l'avez entendu à Sud Radio et un petit peu partout ailleurs, vous l'avez vu à la télévision dans les cartes postales gourmandes et les escapades de Petit-Renaud, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Oui, c'était une voix de Sud Radio, on l'a bien connu. Un mot, les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission d'hier, Les vraies voix. Eh ben, celle-ci, elle va être au-dessus, je pense. Voilà. Parce que Philippe David ça va être dur. est très en forme. Philippe David est très en forme, je vous le dis tout de suite. On a du grain à moudre, je vous le dis direct. C'est un poulet de grain, parce qu'il a dit que je ressemblais à un poulet rôti. Donc c'est un poulet de grain, c'est très bon le poulet de grain. C'est vrai qu'il a de nouvelles apparences. C'est vrai que Éric Revel, René Chiche et Philippe Bilger, je n'avais jamais entendu quelqu'un se faire traiter de poulet rôti. C'est vrai. Non mais ça m'est venu comme ça, j'ai pas réfléchi. Hein. Je trouve que l'emballage avec la couleur, ça me fait penser à un poulet rôti. Ouais. Ouais, mais franchement, je Vous ne l'appelez savais Dodu, pas vous, si j'en Philippe dis. Bilger, vous l'appelez Philippe David Dodu. Ça me fait Dodu. Mais Dodu, c'est affectueux. Vous savez quoi, Philippe? Comme ça, il y a le poulet et sa dinde à côté. Allez, Nos animateurs sont très lucides. Et puis là, c'est le coq de la basse-cour, Philippe Bilger. c'est ça. Et nos petits poussins, Félix Mathieu qui est avec nous. Bonsoir, Félix. Piou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, on Allez, a on y un va. grain, à mon avis. On y va. Et les trois mots dans l'actu dans un instant. Bah oui, on va faire semblant d'être un peu sérieux parce que c'est beaucoup plus grave. Voilà, ce dont je vais vous parler, on va parler des flammes à Los Angeles, au moins 10 morts. De cette étude étonnante aussi de la revue The Lancet sur le nombre de morts à Gaza. Elle affirme que le Hamas sous-estimerait le nombre de morts. Les observateurs pensaient plutôt l'inverse jusqu'ici. Et puis de ce plan blanc dans les hôpitaux saturés, en 3 mots, donc incendie, guerre et hôpital. Et tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur le camouflet que l'Algérie a fait à la France que vous voulez requérir, monsieur le procureur. En effet, c'était le 3e influenceur algérien haineux qui avait été interpellé et qu'on a voulu renvoyer en Algérie. Et évidemment, l'Algérie, dans le contexte d'aujourd'hui, l'a renvoyé sèchement vers la France, et ça montre à quel point il faut radicalement changer nos rapports avec l'Algérie. Et un ancien ambassadeur que nous connaissons bien et qui est formidable de lucidité nous indique un certain nombre de moyens que nous pourrions d'emblée mettre en œuvre pour contraindre, pour obliger l'Algérie à avoir un comportement plus aimable à notre égard. Il y a 1000 moyens qu'on pourrait déjà mettre en œuvre. Je me demande pourquoi on attend. Éric Revel. Philippe Bilger parle de camouflet. Moi, je trouve qu'on peut même aller jusqu'à l'humiliation. En fait, c'est une humiliation pour Paris. Alors, je regardais officiellement, l'Algérie s'est opposée à l'expulsion de son ressortissant de France parce que ils estimaient, c'est sans doute vrai, que cet influenceur était interdit de territoire en Algérie, mais visiblement, ils n'ont fourni aucun document pour prouver qu'il était interdit de territoire. Donc en fait, cet aller-retour, c'est quand même une baffe dans la figure de la diplomatie française. C'est aussi je pense, pour Bruno Retailleau, pas une bonne nouvelle, parce que voir un type qui a proféré de telles menaces sur la France revenir, aller-retour, billets payés, arriver dans un CRA, un centre de rétention, il est sous OQTF, je sais pas si vous voyez, on a absolument tout faux, et tout ça, moi je le mets sur le compte d'un personnage, je vous le dis comme je le pense, c'est le président de la République. Il y a une telle fragilité du président de la République en interne, la crise politique, mais à l'extérieur aussi. Je vous rappelle qu'on a quand même réussi l'exploit de se fâcher. Surtout face à l'Algérie où il a dit tout et le contraire de Bien tout. sûr, il a parlé de crimes contre l'humanité pour la colonisation. Avant de dire que les pieds noirs avaient eu un apport positif. Voilà, Alors, et faut savoir après, ce qu'on il a veut, expliqué que la junte au pouvoir en Algérie se servait de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle. Donc vous avez raison, il a dit tout et n'importe quoi. Mais cet affaiblissement de la diplomatie, même quand il disait la vérité, d'ailleurs. Cet affaiblissement de la diplomatie française nous a conduit à un truc historique, puisque à un moment donné, on était fâchés donc avec les 3 pays du Maghreb, Algérie, Tunisie. Mais là, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est que la crise politique entre Alger et Paris ne cesse de prendre de l'ampleur. Et vous avez quand même parmi les fous furieux qui appellent au meurtre ou au viol de Françaises et de Français, vous avez peut-être des gens qui les écoutent, qui sont sur leurs réseaux sociaux et qui vont passer à l'acte, vous voyez. Bon. René Chiche. Donc si j'ai bien compris le principe de l'émission, Éric Revel parle très longtemps et moi très peu. J'ai compris. C'est ça. Mais je plaisante. Non, je plaisante, Éric. Eric est intelligent. J'en étais sûr. Non, mais ça montre en même temps toute la complexité.
de ce problème de personnes qu'on veut renvoyer dans son pays et que le pays qui doit le recevoir refuse de l'accepter. On ne peut pas forcer les frontières. Donc c'est quand même un problème. Et ça montre vraiment la complexité concrète de ce sujet, parce qu'on parle beaucoup de renvoyer les OQTF, les délinquants étrangers, etc. Mais si le pays les refuse et les renvoie, que fait-on? Et là, pour l'instant, on n'a eu aucune réponse concrète, non seulement de Retailleau, mais même de tous les différents gouvernements. Et puis aussi, faut pas oublier que ça rentre aussi dans la fameuse discorde autour de la marocanité du Sahara. Tout ça rentre aussi. Je dirais pas moi humiliation, mon cher Eric. Je pense pas que la France soit humiliée. Moi, je pense que la France, je pense que la France est plutôt agressée diplomatiquement et verbalement. Et je trouve que la France essaye de répondre à sa juste mesure. Retailleau a bien parlé. Macron a essayé de répondre aussi lors de la conférence des ambassadeurs. Il n'y a pas vraiment une humiliation de la France. Moi, je trouve que camoufler, c'était de loin le meilleur terme. Allez, les amis, on y va. Camoufler peut-être, mais pas tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu. Vous êtes gentil, René. Avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont incendie, guerre et hôpital. Le feu, toujours aux États-Unis, où le bilan monte à au moins 10 morts sur une planète qui s'est réchauffée d'1,5 degré l'an dernier. C'est désormais officiel, selon Copernicus. La revue The Lancet affirme que le Hamas sous-estime le nombre de morts à Gaza. On va voir pourquoi. La méthodologie étonnante mêle décompte officiel, images et hommages sur les réseaux sociaux. Et puis des opérations déprogrammées, des personnels rappelés en France, plan blanc déclenché dans 87 hôpitaux saturés par la grippe. Les vraies voix Sud Radio. Drôle de télescopage de l'actu, l'Observatoire européen Copernicus le confirme désormais officiellement. La planète s'est bien réchauffée d'1,5 degré en moyenne sur l'année 2024 par rapport à l'ère pré-industrielle, soit le seuil symbolique des accords de Paris sur le climat de 2015, seuil atteint aussi sur la moyenne 2023-2024. Et pendant que les pompiers luttent toujours contre les feux monstres du côté de Los Angeles. Les pires incendies qui aient jamais frappé la ville, dit le président Joe Biden. Le bilan monte à au moins 10 morts en Californie. Pendant ce temps, Donald Trump et Elon Musk, loin de faire le lien entre ces incendies et le réchauffement climatique, préfèrent repointer le gouverneur démocrate à cause d'une décision sur l'irrigation, une décision pourtant prise à l'autre bout de la Californie. Donald Trump qui, par ailleurs, peut souffler après cette décision de la justice. Décision qui vient de tomber sur la dernière affaire judiciaire qui le menaçait. Jugé coupable, Donald Trump, mais dispensé de peine dans l'affaire des paiements à la star du X, Stormy Daniels, pour acheter son silence pendant la campagne de 2016. Dispensé de peine par le juge new-yorkais, sans doute parce que tout simplement, il vient juste d'être élu président des États-Unis. Ceci peut expliquer cela. On va dire que c'est une décision pragmatique du juge new-yorkais. Pendant ce temps, son acolyte, Elon Musk, fait causette online, figurez-vous. Perhaps this would be very helpful. Okay. Thank you very much, Elon, for having me. Il fait causette avec la candidate de l'AfD, l'extrême droite allemande, sur son réseau X. L'occasion de bavarder, de se mettre d'accord sur plein de sujets, comme par exemple sur le fait, je cite, que Hitler était un socialiste. Ils étaient à 2 doigts d'ajouter quel gauchiste ce Führer. Un pas de plus dans le soutien sans borne de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, à la droite de la droite, notamment sur le vieux continent. Elon Musk fait fureur en ce moment. Ouais, pas mal. René Chiche. Elon Musk, c'est peut-être un génie en termes de nouvelles technologies. Mais alors, personnellement, moi, je crois qu'il a un peu pété un câble depuis quelques mois. Et il est un peu totalement en roue libre, d'ailleurs. Sans filtre. Voilà. Oui. Et c'est quand même, moi, je trouve quand même grave que cet homme qui possède Twitter et tout le reste, d'ailleurs, va être membre à part entière de l'administration Trump. Moi, je sais pas, c'est pas quelque chose de normal que quelqu'un l'administration va le recadrer un petit peu lorsque mais il va être très efficace. Eric Revel. Oui, alors Elon Musk, il va être chargé de couper dans les dépenses fédérales. Il a mis au pas Twitter et il a coupé dans les dépenses de Twitter. Je pense que c'est un autre travail que de couper dans 6 000 milliards de dollars de dépenses fédérales par rapport à couper les extras d'une société. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, effectivement, au début, je l'ai trouvé plutôt marrant, Trump et Musk. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ils sont en train de redessiner
quand même la géopolitique mondiale. Vous voyez, c'est-à-dire les sorties de Trump sur le Groenland, le Canada, c'est le Monopoly en fait. Le canal du Panama. Vous savez, quand le mur de Berlin s'est effondré, on s'est dit bon, le monde bipolaire tel qu'on l'a connu va disparaître. Il y aura un monde multipolaire. Et il va y avoir un nouvel ordre mondial. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ces deux personnes puissantes, Trump et Musk, sont en train à eux seuls de mettre en place un nouvel ordre mondial. C'est ça qui m'interroge. Merci beaucoup. Deuxième mot, guerre. La revue Lancet estime que le Hamas a sous-estimé le nombre de morts à Gaza. Oui, conclusion étonnante de la prestigieuse revue médicale quand les observateurs soupçonnaient plutôt évidemment le biais inverse de la part du Hamas dans le décompte des morts à Gaza. The Lancet affirme donc que le nombre réel de victimes serait supérieur d'au moins 40% à celui enregistré par le ministère de la Santé de Gaza, soit plus de 55 000 victimes selon la revue. Cela représenterait un habitant sur 35 dans l'enclave palestinienne. The Lancet s'appuie sur une nouvelle méthode, alors nouvelle mais déjà utilisée dans d'autres conflits dans le monde, méthode qui consiste notamment à recouper les décomptes officiels, notamment les décomptes des morgues, les recouper avec les images, mais aussi les notices nécrologiques diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Voilà comment The Lancet en arrive à cette conclusion. Enfin, troisième hôpital, 87 établissements déclenchent le plan blanc. Des hôpitaux saturés par l'épidémie de grippe, notamment le plan blanc permet de déprogrammer des opérations ou de rappeler du personnel. Situation critique, explique Agnès Ricard-Ibon, médecin urgentiste et porte-parole de l'association SAMU Urgences de France. La situation des urgences aujourd'hui est une situation de sursaturation. Quand toutes les salles d'examen sont prises par des patients qui sont en attente de lit d'hospitalisation, on ne peut plus assurer correctement notre mission qui est d'accueillir des patients pour les diagnostiquer et initier les traitements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les patients stagnent sur des brancards dans les couloirs des urgences, il y a une surmortalité de 40% pour les patients fragiles. La porte-parole de SAMU Urgences de France au micro de l'agence France Presse. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure à 18h15. Vous restez avec nous dans un instant. Je vous rappelle qu'à Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a menacé de réexaminer les titres de séjour des parents des jeunes délinquants étrangers. Une méthode soutenue par le ministre de l'Intérieur. Alors parlons vrai, cette mesure parlons vrai. Est-ce que les parents sont responsables des actes de leurs enfants ? Vous pensez que oui, vous pensez que non. Juliane attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 90%. Il faut réexaminer les titres de séjour des parents de délinquants pour être efficace. Et Paul Christophe est avec nous, député PS de la Drôme. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le député. Petite question, est-ce que cette mesure rappelle quand même que même si on a un titre de séjour, on a des devoirs en France et de respecter les valeurs républicaines ? Bien sûr, même si on a un titre de séjour et comme tous les parents d'enfants, qu'ils soient étrangers ou non, il y a une responsabilité des parents. Et je pense qu'on va revenir sur le sujet des déclarations du préfet. Absolument. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. C'est Alexandre Devecchio. Je vous souhaite une bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue après avoir écouté un concert chanté par nos vraies voix d'Elvis Presley avec un Philippe Bilger médusé devant le talent de René Chiche, d'Éric Revel et de Philippe David. Absolument, bientôt. On a fait Love Me Tender en trio. Comment vous dire, oui. Rémi André avait annoncé du soleil ou de la pluie pour ce week-end ? Il avait annoncé du soleil. Eh bien, ce sera de la pluie. Voilà. Et on a envie de leur dire Don't be cruel. Ah, Don't be cruel. Oh là là. Voilà. Voilà. My dreams for you. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, c'est Fulfilled. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut appeler la sécurité, s'il vous plaît ? Voilà. Est-ce qu'on peut nous les changer ? Merci beaucoup. En tout cas, soyez les bienvenus. 0826 300 300. Vous m'en mettrez des plus jeunes de moitié de l'âge, si possible. Non, c'est lui. Allez, on y va. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Le préfet du Bas-Rhin
prend des mesures fortes. J'ai souhaité appeler à la responsabilité familiale pour que ça ne se reproduise plus. Peut-être s'avérer qu'on prenne des décisions de retour au pays si ce sont des délinquants réitérants, etc. Et mon stylo ne tremblera pas. Face au débordement survenu lors du Nouvel An, Jacques Witowski, le préfet du Bas-Rhin, a donc durci le ton. Il a convoqué les parents des mineurs délinquants et étrangers, les avertissant d'un possible réexamen de leur titre de séjour pouvant conduire à un retour dans leur pays d'origine. Une initiative pleinement soutenue par le ministre de l'Intérieur. Alors parlons vrai, est-ce que c'est un tournant dans la lutte contre l'insécurité? À la question du jour, sécurité, réexaminer les titres de séjour des parents de délinquants peut-il être efficace? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Juliane attend vos appels au 0826 300 300. Et Paul Christophe est avec nous, un député PS de la Drôme. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation et belle année à vous. Bonsoir à vous. Philippe Bilger, vous qui appréciez Retailleau. Ça n'est pas un tournant dans cet avertissement verbal du préfet du Bas-Rhin. C'est j'allais dire, une démarche de bon sens et qui va être généralisée. Qu'un préfet avertissent des parents qu'ils ont à s'occuper de leurs enfants et qu'ils ne peuvent pas les laisser traîner dans la rue à des heures indues, ça me paraît évident. Autant j'étais hostile à pénaliser des parents parce que dans la fratrie il y avait tel ou tel qui avait été condamné parce que l'éducation est une tâche difficile qui n'appelle pas forcément des résultats merveilleux. Autant il me semble que si on généralisait cette pratique du préfet du Bas-Rhin, on pourrait alors, à partir d'un avertissement verbal donné à certains parents, aller plus loin si les mineurs en question continuaient à troubler l'ordre public. René Chiche. Eh bien, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas d'accord avec cette mesure préconisée par le préfet qui m'a surpris. Parce que, excusez-moi, pour moi, les parents sont certes responsables, mais ils sont responsables d'abord de l'éducation, n'est-ce pas, de leurs enfants. Mais selon moi, les parents ne sont pas responsables des actes d'un enfant. Comprenez ? Vous pouvez avoir des familles de tous les niveaux, qu'on éduque plus ou moins bien, mais les parents ne sont pas responsables des actes délinquants de leurs enfants. Et, mais non, je suis traîne à 23h. Mais monsieur Chiche, quand vous avez 12 ans, qu'est-ce que vous faites dans les rues à 23h? Attendez, laissez-moi terminer. Les parents, Mais comme ça démarre mal. Mais non, parce que mon opinion est justement un peu différente de la danse. Ça. Voilà. Bon. Mais non, mais excusez-moi, les parents ne peuvent pas être condamnés, et surtout avec la mesure qui est préconisée par ce préfet, carrément, en fait, renvoyer les parents à l'étranger. Des parents, c'est parce que ça concerne les parents étrangers. Pas à l'étranger, c'est mais non, mais excusez-moi. Oui. C'est une pure discrimination, ça. Excusez-moi. Pourquoi un parent étranger serait renvoyé dans son pays et un parent français, lui, n'aurait aucune mesure à son encontre? Si c'est un parent purement français, vous comprenez ce que je veux dire? Si l'enfant aussi commet des actes de délinquance, le parent français, lui, n'a rien. Et dernière chose, excusez-moi, dernière chose, et je termine, et je pose une question à tout le monde. Calmez-vous, Tornado, calmez-vous. Exactement. Imaginons qu'un jeune délinquant étranger, et je vais prendre un exemple vraiment dur, commette un viol sur une jeune femme, une jeune fille. Est-ce que les parents sont responsables de ce viol? Est-ce que les parents doivent être punis? Mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais si, puisqu'on dit que des délinquants mineurs étrangers. C'est une digression du sujet. Mais non, mais pas du tout, parce que les parents. Mais pas du tout. Éric Revel, et ensuite la parole au monsieur le député Paul Christophe. Pardon. D'ailleurs, le député, je le vois, je trouve qu'il ressemble furieusement à Raphaël Glucksmann. En mieux. Mais si, il y a quelque chose. Ils doivent avoir des mêmes partis politiques, non? C'est peut-être ça aussi. Non, c'est place publique. C'est un nouveau débat. On peut y aller, je vais vous dire. Je vais pas rentrer dans l'état, mais je vais vous dire un truc très simple. Philippe Bilger a employé le mot de bon sens. Vous vous rendez compte qu'on est en train de commenter une décision d'un préfet qui, pour moi, est du bon sens. Quand un préfet, au nom de la République, tape du poing sur la table, ça ne devrait pas être exceptionnel. Ça devrait être le lot commun de tout dérapage. Les parents sont là pour éduquer et l'éducation pour instruire, mais des parents qui ne sont pas capables de dire à leurs enfants de 12 ou de 13 ans de ne pas être dans les rues, René, à 22h, à 23h ou à minuit, ne font pas leur job de parents. Mais non, mais c'est Paul Christophe, le député PS de la Drôme, qui demande la parole depuis tout à l'heure. René, bien sûr.
Comme je suis pas dans le studio avec vous, je prends le temps, voilà, je peux pas aller aussi vite que vous dans les interpellations et dans les points. Il y a 2 points fondamentaux dans notre droit qui sont à mentionner sur ce sujet. Le premier, c'est la personnalisation des peines, c'est-à-dire que vous êtes condamné à une peine pour des faits que vous avez personnellement commis. Ça, c'est un principe fondamental. Vous n'êtes pas condamné pour des faits qui ont été commis par quelqu'un d'autre. Et il y a un deuxième principe qui vient légèrement à l'encontre de ce point-là, qui est celui de la responsabilité des parents pour les faits qui sont commis par leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a bien un délit qui est prévu par le droit qui consiste à pouvoir reconnaître la négligence des parents et dans ce cas-là, de pouvoir effectivement les condamner devant un juge pour les faits qui auraient été commis par leurs enfants. Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'est pas en train de se parler d'un juge, on est en train de se parler d'un préfet. Et il faut que chacun respecte bien les missions qui lui sont confiées. Le préfet, lui, il a le droit de saisir la justice. Il a même sûrement le droit de rappeler des parents à leur devoir de responsabilité et d'autorité parentale. Et je pense que c'est très important. Et il a le droit de saisir la justice. Mais par contre, c'est à la justice qu'il revient d'étudier les faits qui ont été commis le 31 décembre au soir, de reconnaître ou non coupable des enfants, peut-être d'aller chercher la négligence des parents si tel est le cas, et je ne sais pas si c'est le cas en l'occurrence, mais il faut que chacun sache rester dans ses fonctions. Moi, par exemple, je suis député, je contribue à rédiger la loi, en aucun cas je me mêle de son exécution. Et là, je pense que voilà, le préfet, il est à la frontière et qu'il faut qu'il respecte le pouvoir de l'autorité judiciaire. Après, je peux revenir sur d'autres points, mais je peux peut-être laisser, voilà, je reprendrai la parole juste après si vous voulez réagir à ça déjà. Philippe Bilger veut réagir. Mais monsieur le député, est-ce que vous ne trouvez pas que précisément la démarche de ce préfet du Bas-Rhin constitue de manière non officielle un moyen terme exemplaire entre l'abstention générale et la judiciarisation? Lorsque le préfet du Bas-Rhin envoie un avertissement en disant à ses parents « tenez-vous correctement et surveillez vos enfants », est-ce que ça n'est pas quelque chose qui permet d'éviter justement les risques que vous évoquez? Moi, je dis oui à l'autorité parentale. Oui, peut-être au rôle du préfet pour rappeler les parents à leurs obligations. Par contre, je dis non au chantage sur le titre de séjour. Parce que là, il y a quand même une frontière qui est franchie. Je comprends que le préfet n'a pas exactement écrit ça dans son courrier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont différentes entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Mais en tout cas, dans ce qu'il dit, il semble expliquer qu'il y a un continuum qui va l'amener à peut-être retirer un titre de séjour. Ça doit passer par la case judiciaire, parce que sinon, on a un problème de respect des libertés publiques dans notre pays. René Chiche veut réagir. Monsieur le député, vous avez dit que le droit prévoit une condamnation, une responsabilisation des parents en cas de délit, n'est-ce pas, de mineurs. Mais alors, notamment au civil. Hein. Voilà, au civil. Mais lorsqu'un mineur commet un cambriolage, je dis n'importe quoi, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, commet un viol, il ne semble pas que les parents soient mis en cause. Si, au civil. Non, mais je pose la question à monsieur le député. Le délit qui est prévu, c'est le délit de mise en péril des mineurs et plus spécifiquement atteinte à la santé, à la sécurité, à la moralité, à l'éducation de leur enfant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a manifestement des parents qui n'ont pas joué leur rôle, qui ont été défaillants, ils peuvent être condamnés. Ils ne seront pas, ils seront pas condamnés comme si eux-mêmes avaient commis un cambriolage. Ils seront condamnés parce qu'ils auront été défaillants dans l'exercice de leur autorité parentale. Et c'est ça. Mais ça, c'est pas le préfet. Ça, c'est bien le juge judiciaire et personne d'autre. Éric Revel. Monsieur le député, j'aimerais un chouïa vous pousser dans vos limites. Un chouïa. Vous êtes un homme de gauche. Qu'est-ce que vous pensez du débat qui consisterait à se poser la question de revoir l'excuse de minorité? Moi, j'y suis opposé. Je considère donc, qu'est-ce que c'est l'excuse de minorité? Soyons clairs pour vos éditeurs et vos auditrices qui peut-être ne savent pas de quoi on se parle. Oui. On est en train de se parler du fait qu'on adapte les peines à l'âge de la personne que l'on considère. Donc, quand vous avez moins de 13 ans, vous ne pouvez pas être condamné à de la prison, vous pouvez être condamné qu'à des mesures éducatives. Ce qui est déjà très important, c'est placement du mineur, on peut vous imposer un couvre-feu, l'interdiction de vos déplacements, des activités de réinsertion, c'est déjà un très nombre de mesures. Et quand vous êtes entre 13 ans et 18 ans,
les peines qui sont prévues pour les adultes sont divisées par 2. Au lieu d'être condamnable à 10 ans de prison, vous serez condamnable à 5 ans de prison, et ainsi de suite. Parce qu'on considère que la responsabilité est moins grande des mineurs et parce qu'il faut davantage des mesures éducatives que des mesures d'enfermement. Et donc, moi, il me semble que l'état du droit actuel permet déjà de fortement sanctionner les mineurs et d'essayer de les amener à comprendre la négativité de leurs actes et à les ramener dans le droit chemin. Donc, il me semble que c'est pas une bonne mesure que de revenir sur l'excuse de minorité. Si je me permettais de vous repousser un peu un chouïa encore dans vos retranchements, est-ce que vous pensez qu'un mineur aujourd'hui de 14 ans... Il va tomber. Est-ce que vous pensez qu'un mineur aujourd'hui de 14 ans, monsieur le député... est le même que celui qui avait 20 ans. Voilà, il y a 20 et ans. le même que celui qui est d'un mineur, avec l'autorité, avec la place des parents, de la cellule familiale, le même qu'un mineur de 14 ans il y a 40 ans ou 50 ans. Et si c'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Je ne sais pas exactement ce qui vous fait dire ça. Parce que, est-ce que le nombre de faits commis, par exemple, par des mineurs. Dans la rue. Mais il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand on regarde les chiffres de la délinquance des mineurs du ministère de l'Intérieur, elle était très élevée. On a une impression de dégradation et on est très choqué par des faits divers régulièrement de mineurs qui monsieur le député, mais à l'époque, il n'y avait pas de tueur à gages de 14 ans, en fait, ou de 15 ans. Soyons clairs. Il y avait des règlements de compte entre des bandes rivales de mineurs qui finissaient avec des homicides. Et nous vivons un sentiment d'insécurité. Monsieur le député, la délinquance des mineurs est de plus en plus précoce et de plus en plus violente. Ça semble acquis. Allez, un petit mot de... Bougez pas, on va répondre à ça dans un instant. Didier de Nîmes voulait réagir. Rebonsoir Didier. Rebonsoir. Je suis encore une fois stupéfait de l'allocution de notre ami de gauche. C'est complètement irresponsable de dire que les parents n'ont pas de responsabilité. Je suis pas de gauche. Non, attends, il parle de René. Si, il parle de René Chiche. Ah bon, pas de monsieur le député. Allez-y, Didier. Oui, de monsieur le député. Oui, non, de monsieur le député. Il faut quand même bien dire que il a été élu, et effectivement, il représente les Français. Mais il faut regarder que les sondages des Français sont justement pour la répression. Il y en a assez maintenant de laisser nos femmes, nos enfants se promener dans la rue et se faire agresser. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc il faudrait, je pense, à un moment, mettre du poing sur la table. Et c'est pas en faisant comme fait le Parti socialiste et toute la gauche, en essayant de capter des voix là où on sait, et essayer de faire un monde honorable avec ces gens-là pour pouvoir récupérer des voix. Réponse de monsieur le député Paul Christophe. Écoutez, je ne crois pas que ce soit ce que j'ai dit. Et on pourra réécouter l'émission, elle est enregistrée. Je crois qu'on est assez loin, c'est un propos assez politisé. Moi, je ne dis pas que personne n'est responsable et qu'il faut être laxiste. Je le dis très sincèrement. Oui à l'autorité parentale. Et il faut rappeler les parents à l'ordre quand il y a des mineurs qui commettent des délits ou des crimes dans l'espace public. Oui à la responsabilité de chacun, des mineurs, et elle est atténuée s'il le faut, des majeurs si ce sont des majeurs, et qu'ils passent devant les juridictions et qu'ils soient condamnés, très bien. Et ensuite, je crois qu'il existe un très grand nombre de mesures dans notre arsenal juridique qui permet d'arriver à ça. Donc je ne nie pas du tout qu'il faut réprimer, et je pense qu'on a l'arsenal juridique qu'il faut. Ce que j'ai simplement dit, c'est que là, je pense que le préfet est à la frontière du domaine de sa compétence et que effectivement, il n'y a pas de raison de faire un cas particulier des parents étrangers dans les statistiques des dégradations et des dégradations du ministère de l'Intérieur. C'est 90% des dégradations en France et de ces délits-là sont commis par des Français. Donc attention à ne pas stigmatiser une partie de notre population. Didier, vous disiez quelque chose? Non, mais je pense pas qu'il ait parlé que des parents étrangers. Il a parlé de tous les parents. Mais il a rajouté cette condition par rapport aux parents étrangers. C'est tout. Okay. Mais je pense que le laxisme qui a été mis en place est inadmissible. À un moment, il faut quand même bien qu'on réagisse. On va laisser quoi? C'est ces gamins qui vont faire la loi.
Oui. Merci beaucoup Didier. En tout cas, monsieur le député a dit que le préfet était à la frontière. C'est sûr que comme il est préfet de Bubarin, il est à la frontière avec l'Allemagne. Ça c'est sûr et certain, non? Merci beaucoup Paul Christophe, le député beaucoup. PS de Merci la à monsieur d'être venu. Oui, très bien. Très bien. Oui. C'est très courageux d'être venu. Bon vous courage pour la suite, pour votre petit groupe à l'Assemblée, avec LFI, tout ça, quoi. Bon courage. Ah, mais notre groupe n'est pas si petit. Non, et comme vous le voyez, influent. Moi, je me méfierais si j'étais vous, Eric Revel. Parce que il a l'air très serein. Ça lui passe au-dessus. Ce que vous dites. Ça y est, ils ne voteront pas la censure contre Bayrou. Ah oui, en fait, on peut vous demander dans quel état d'esprit vous êtes face à la censure qui se profilait à un moment donné, mais j'ai compris qu'Olivier Faure était plus enclin à négocier maintenant. On a ouvert un autre débat, je savais pas. Non, mais j'en profite parce que c'est... Écoutez, on fait tout notre possible pour essayer d'imposer à ce gouvernement de prendre des mesures qui sont dans le programme du nouveau Front populaire. Donc on essaye de tout faire pour peser et pour ne pas laisser le gouvernement se tourner uniquement vers l'extrême droite pour tenir bon à l'Assemblée. Sortez du giron de Jean-Luc Mélenchon. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Merci en tout cas et belle année à vous. Merci d'avoir été avec nous. Didier, vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On va se détendre un petit peu, même si on est très détendu. Oui, c'est qui l'a dit, ça c'est le moment. Oui, mais justement, j'aimerais que vous resserriez un peu les rangs là. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table de la mauvaise foi, René Chiche est avec nous, Philippe Bilger, Eric Revel et Philippe David, bien entendu. Vous avez de la chance que je vous aime bien, Cécile. J'aimerais être exclu de la mauvaise foi, ma chère Cécile. Ça va être compliqué. Je le répète, je suis le seul honnête. J'embarque tout le monde et les personnes de mauvaise foi se reconnaissent naturellement. Il a parlé tout seul, René Chiche. Et Didier de Nîmes qui est avec nous. Il ne faut pas la vérité gâcher une bonne histoire. Mon cher Didier, c'est à vous de lancer le jingle du jeu. Mais en avant pour le jeu. Bravo. Les vraies voix Sud Radio. Le quiz de l'actu. Sobre. On n'est pas obligé d'en faire des caisses non plus. Comme René Chiche, par exemple. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je défends les Françaises et les Français les plus vulnérables qui n'ont pas le luxe d'attendre le grand soir. Didier. C'est une dame qui a une veste verte. Oui. Marine Tondelier. Bonne réponse de Didier. Vous avez le téléphone à l'oreille, Didier, ou pas? Oui. Oui, je l'ai à l'oreille là maintenant. Ah voilà, là c'est mieux. On vous entend mieux là. Didier, qui c'est qui l'a dit à 3 points. Nous demandons une suspension ou l'équivalent d'une suspension. J'adore cette phrase. C'est très clair. Oh, c'est un socialiste, ça. Didier. C'est pas fort? Non. Gage? Non. Caner? Bonne réponse de René Chiche qui engrange 3 points. Mais il n'y a que lui qui a le droit de parler. Il a dit fort. Il a dit 3 fois. Non, il a dit un non, il a pas. Il a toujours pas compris le principe. Il ne s'est pas tenu pour qu'on parle. Les règles ont changé depuis l'année dernière. Mais s'il vous plaît, l'auditeur a répondu et après vous avez. Depuis 2024, les règles ont changé. Mais heureusement que je n'ai pas des enfants qui jouent au foot avec vous, parce que ça serait l'enfer. Allez, question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Ce que j'ai compris, c'est qu'Éric Lombard était là pour essayer de faire passer à peu près le même budget que Monsieur Barnier en pire. Didier. Ça c'est quelqu'un de droite. Pas du tout. Je crois savoir. L'extrême droite. Non, et les filles. Ouais. Les filles, oui, bon. Finance. Ils pensent la même chose. Finance. Oui. Finance. Coquerel. Bonne réponse, Coquerel. René Chiche engrange à nouveau 3 points. Voilà. Oh, c'est la routine pour moi. Qui c'est qui l'a dit? Philippe, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui l'a dit sur la réforme des retraites? Qui peut croire qu'Emmanuel Macron va laisser se découdre ce qu'il estimait de sa grande œuvre de réforme? Didier. Je cherche. Langauchard. C'est parti. Oui, Langauchard. C'est un député, homme. Ouais. Non, même parti. C'est l'autre. Bonne réponse, il a été Non. Alors là, vous n'allez pas m'énerver ce soir. Ralentir. On était à 3. Non. Il l'a dit à 4. Il l'a dit un peu avant. Maxime. René Chiche.
Ça va, vous? Oui. Alors, qui a dit Chenu en premier? René Chiche, pour moi, c'est Eric. Ah, bah évidemment. Il n'ose pas dire c'est moi, Maxime. Non, celui qui répond à cette question. C'est réalisateur. Non, s'il vous plaît, celui qui répond à cette question gagne le qui c'est qui l'a dit du jour. Écoutez bien Didier. Allez. Sur le départ de Didier Deschamps ne m'a même pas prévenu. Je sais. Attendez. Didier. Oui. Edith Piaf. Brigitte Macron. Bonne réponse, Brigitte Macron. Et ben voilà, c'est René Chiche qui a gagné. Il est truand, hein. Bah oui, merci Cécile, merci Maxime Philippe. m'a donné 3 points. Non, mais attendez. Malgré Maxime. Sur Chenu, Philippe, vous êtes d'accord? Malgré le Maxime. S'il vous plaît, Maxime est honnête. laissez-moi dire merci à Didier. Oui, merci Bravo Didier. Didier. Bravo et merci à vous, beaucoup. bonne fin d'émission. Didier, on vous fait des gros bisous et merci d'avoir passé ce moment avec vous. Vous étiez très intéressant comme auditeur. On vous accueille quand vous voulez. Et bonne année encore. Dans un instant, le journal, la météo, le coup de gueule de Philippe David. Je vais parler du grand soir, mais du grand soir fiscal. Et je vais pousser un vrai coup de gueule là-dessus. Ah, parce que d'habitude, ce sont des faux. Non, c'est des vrais, mais là, c'est vendredi. Il fallait que je trouve quelque chose à répondre. Là, on sent qu'il est à la broche, le poulet rôti. C'est Brigitte Lahaie. Fêtons ensemble 2025. Je vous souhaite une belle année d'écologie relationnelle. Bonne année 2025 à tous. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table généreuse, Philippe Bilger, Éric Revel, René Chiche et notre poulet rôti, Philippe David. Ah, voilà, ça restera, ça. Ça, c'est drôle. Ah, mais je voudrais garder mon dodu, hein. J'y tiens. Ah oui, surtout pas de régime, Vous Madame préférez Sophie. quoi, l'aile ou la cuisse? Voilà, le blanc. Le blanc. Ah, bien. Excellent. Excellent, c'est là, fort. Non, pas ça, vous avez plus qui répond. Le croupion? Oui. Bon, les amis, dans un instant, le coup de gueule de monsieur David. Ah. Oh, le grand soir fiscal, comme je l'attends, celui-là. Allez, en attendant, 0826 300 300, vous laissez des messages sur notre répondeur et on les écoute. Oui, Richard Toulouse. Concernant les moyens de lutte contre les incendies de forêt aux États-Unis, je pense que c'est un pays qui n'est pas trop équipé, parce qu'en fait, ils ont l'habitude de laisser brûler. Moi, j'ai vécu en Virginie et pendant une semaine, je suis allé au travail dans le fog, en fait, et parce que il y avait des hauteurs, c'est des grosses collines, hein, des petites montagnes, qui brûlaient et qui ont brûlé pendant une semaine. Et en fait, ça s'est éteint comme c'est venu, en fait. Ouais, c'était juste un témoignage de vécu. Merci beaucoup, en tout cas, Richard de Toulouse. C'est vrai que quand on voit seulement des hélicoptères, on n'a pas vu de Canadair. On peut espérer qu'il y en a. En France, on met des moyens énormes. On a l'impression, envoyer des hélicoptères, vu l'ampleur des incendies, ça ne doit pas servir à grand-chose, franchement. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas de Canadair, hein. Ils n'ont pas de Canadair en Californie. Ce sont les avions civils. Ah, non. Ils n'avaient pas de Canadair. Et d'ailleurs, on peut être toujours un peu. Pourtant, rappelez-vous. Je n'ai pas fini ce que je disais, monsieur Philippe Bilger, s'il vous plaît. Non, mais parce que moi, j'avais un élément intéressant. Mais non, moi, j'en ai à dire. un meilleur que vous, monsieur Bilger, s'il vous plaît. Alexandre Priam avait dit l'importance des moyens développés à Los Angeles. Oh, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Non, mais bien sûr, pour répondre à notre auditeur. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est toujours surpris par l'incapacité quand même des autorités américaines face aux catastrophes. Ils sont toujours très vite débordés. Non, mais deux choses. Très vite. Une en mémoire, et pour répondre à l'auditeur, on laisse peut-être brûler des forêts, ça peut exister, hein, c'est vrai, pour assainir, mais pas des maisons. Oui, c'est clair. C'est qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Mais je me souviens aussi de ce que Trump avait dit quand Notre-Dame avait brûlé. Il fallait envoyer il fallait bombarder d'eau Notre-Dame. au risque d'écrouler Notre-Dame. Bon, heureusement, donc ils ont leur méthode. Ils n'ont pas de Canadair. Ils n'ont pas de Canadair. Ce qui est dingue pour un pays comme les USA. C'est incroyable. Oui. Merci, messieurs. Allez, dans un instant, petite pause. Oui. Voilà, petite pause avec un jeune homme qui a des choses à dire à côté de nous. Merci. Voilà. Oui, et je vais râler, parce que là, je vais dire du bien de quelqu'un, de deux personnes même, mais vraiment, il faut... on parlait poulet. Ouais. Là, je vais parler chien aussi, à la fin, niche. Ah oui. D'accord. Okay. On n'a rien compris, mais ça a l'air génial. Mais vous allez comprendre, ça c'est du teasing. Ça a l'air génial. C'est du style. Si vous pensez qu'on va glaner des auditeurs avec ça, allez, tout de suite.
C'est Alexis Poulain et je vous souhaite une bonne année 2025 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme vous ne nous demandiez pas qui était autour de la table, je vais vous le dire quand même. Eric Revel. Je sais pas si c'est... Eric Revel. Il ne faudrait pas René Chiche, détourner les auditeurs. avec Philippe Bilger qui vient de parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe Non, Bilger? je veux dire, si vous pouviez m'annoncer seul parfois. Est-ce qu'on peut remettre le jingle, Maxime? Allez, on remet le jingle. Ça arrive Allez, tout de suite. on le remet. Allez. Une seconde. Hop. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans La Vraie Voix avec Philippe Bilger. Merci, il y en a un autre, Philippe Bilger. Oui. Il y en a un troisième. Philippe Bilger. Et il y en a même un quatrième. Et Philippe David, tout de suite. Non. Le coup de gueule. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui concerne toute la France, puisqu'il n'y a pas un village de France ou presque où il n'y a pas des retraités. Pourquoi parler des retraités? Parce que le président du MEDEF a osé parler d'un scandale fiscal qui dure depuis des années et qui aurait dû être aboli depuis belle lurette, l'abattement fiscal de 10% pour frais professionnels pour les retraités. En effet, les personnes qui travaillent ont droit à cet abattement qui prend en compte les frais qu'implique le fait d'aller travailler ou de déclarer leurs frais au réel, moyennant justificatif à l'administration fiscale. Mais que des retraités qui de facto ne travaillent plus bénéficient d'un abattement pour frais professionnels qui n'existe plus prouve à quel point, encore et toujours, notre pays navigue entre Uburois et le grand n'importe quoi. Comment justifier que des personnes qui n'ont pas de frais professionnels bénéficient d'un abattement fiscal conséquent pour des frais professionnels qui seraient impossibles à justifier au réel? De même, comment expliquer que le taux minimal de CSG sur les pensions de retraite, de CSG sur les pensions de retraite soit de 8,2% contre 9,3% pour les salaires? Il faut dire qu'en termes d'aberration fiscale, la France est experte avec un autre exemple. Comment expliquer que les Français payent un impôt sur un argent qu'ils n'ont pas touché? Oui, ça existe, ça s'appelle la CSG non déductible. Merci Michel Rocard. Bref, Patrick Martin a raison, il a d'ailleurs été soutenu par Gilles Berset, le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, et ce que prouvent ces exemples est que la France a besoin d'une grande remise à plat fiscale, mais comme dit le proverbe, derrière chaque niche fiscale, il y a un chien prêt à mordre, et comme les retraités sont ceux qui votent le plus, on peut craindre que le manque de courage politique fasse le reste. Je risquerais d'être trop long, ma chère Cécile, sur ce sujet, donc je le confie à d'autres. Oui, qui savent mieux. Non, c'est-à-dire, alors je vais être rapide parce que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Moi aussi. D'ailleurs, quand j'ai appris cet abattement, je le savais depuis des années. Ah oui, non, mais alors ça me choque totalement. Et moi, je suis même pour une dernière chose, pour qu'on n'augmente pas les retraites. Chaque année, il y a une indexation. Qu'on n'augmente pas les retraites lorsque ce sont des retraités qui ont quand même une pension élevée. Oui. Vous voyez, je sais pas. Au-dessus de 3 000 euros, par exemple. Voilà, disons même 4 000 euros. Mais ils sont pas besoin d'être augmentés. Ah non, ah bah si. Eric Revel. Si, 12 000 euros de retraite, quand même, là non, je plaisante. Écoutez, j'ignorais ces abattements. Ah bah moi, je le savais. Moi, j'ignorais ces abattements. C'est vrai que c'est une incohérence totale. Enfin, c'est même pas une incohérence. Mais vous savez, vous avez d'autres trucs aussi qui traînent. On va pas faire de. Ah, mais si on fait le truc des taxes les plus débiles, on fait une nuit entière. Regardez le nombre de primes qu'ont les cheminots encore à la SNCF. C'est vrai. Les avantages qu'ils ont. Il n'y a pas un truc, le poteau, au poteau? Le poteau? Non. Ah oui, la prime. Oui, Non, elle a été abolie en 1974. Ah bon? Non. Si. La dernière loco à charbon, elle est supprimée au moins 40 ans, la prime de charbon. Où on peut s'interroger quand même. Voilà, c'est sur l'augmentation des retraites. Je suis assez d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Alors, moi, fixer un plafond... Non, mais il faut bien fixer à un moment donné, Eric. Il y a les deux parties. Vous savez, il y a la partie privée, Agirc Arrco, puis il y a la retraite de base. La retraite de base, elle augmente de 2,2% au 1er janvier. Oui, c'est ça. Bon. Barnier étant tombé, il n'y aura pas de lissage de l'augmentation. Donc, 2,2%, ça coûte 6,5 milliards d'euros. Ça me coûte 6,5 milliards d'euros au budget. Bon, il y a eu une augmentation sur l'Agirc Arrco, la partie privée des retraites, de 5 et des poussières. Alors tant mieux pour ceux qui en bénéficient. Tant mieux pour ceux qui en bénéficient. Mais tant pis pour ceux dont les cotisations augmentent. Si vous voulez, il y a quand même un sujet, parce que je pense qu'il faut réformer le système par répartition d'urgence.
peut-être en mettant un peu de capitalisation. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer très rapidement, là, c'est dans quelques années, c'est que vous n'aurez plus qu'un actif pour un retraité. Ouais, donc c'est plus finançable, en fait. Bon, et puis les augmentations. Alors après tout, il y a aussi un argument massu qui est de dire les gens ont cotisé toute leur vie sur des bases précises. Si les partenaires sociaux de la GERCARCO décident d'une augmentation, c'est leur argent, ce sont leurs cotisations. Bon, pourquoi ils n'en bénéficieraient pas ? Et vous aviez raison, Philippe. Tout à fait, ça Eric. n'existe plus. Oui, ça merci. n'existe plus. C'était. Non, c'est vrai. Je crois que c'était 74. Oui, c'est limpide. Vous êtes très en train aujourd'hui. Ouais, en train de faire quoi, je ne sais pas, mais il est très en train. Il y en a un qui est très en train aussi. Ah oui. C'est l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Ah oui, c'est très grave comme sujet, oui. Et c'est le sujet du jour. On sait désormais quels sont les noms les plus donnés aux chiens et aux chats l'année dernière. Oui, vous l'attendiez tous, je suis sûr. Ce classement de l'ICAD, c'est le classement de l'ICAD, c'est-à-dire fichier identification des carnivores domestiques. On ne parle pas de Philippe David, qui a été effectivement un viandard un peu apprivoisé par sa co-animatrice. Non, ce fichier identification des carnivores domestiques concerne bien nos amis à quatre pattes. Merci pour les bruitages. Non, les chats et les chiens, pas les chevaux. C'est qui vos amis à quatre pattes? Les carnivores domestiques, les chats, les chiens. Ah oui. J'ai entendu le bruit du cheval, ça marche pas, par exemple. Commençons par les chiens, si vous voulez bien. C'était l'année des V, semble-t-il, pour les chiens, l'année des V. Alors, est-ce que... Oui, les V. Saurez-vous deviner le premier nom en V, donc, donné pour nos chiens l'année dernière? Vélo, Victor. C'est a priori ça a plutôt dû être donné aux femelles. Victoria. Et c'est pas du chocolat. Victoria. C'est donc du. C'est qui l'a dit? Vanille. Vanille. Premier nom. Vanille. Premier nom donné aux chiens, plutôt peut-être du coup aux chiennes en l'occurrence. Il y en a eu plus de 13 000, figurez-vous, des vanilles l'année dernière. En deux, on a Vicky. Et puis en numéro 3, un peu plus de 10 000 chiens, on a le nom d'une planète, figurez-vous. Vénus. Voilà, bien joué, Vénus. Voilà pour le podium. Donc Vanille, Vicky, Vénus chez les chiens. On a ensuite, après tout ça, Volt, Vasco, Vegas, Voyou, Vaya et Violette. Ah oui. Je vous propose de passer au chat. Allez, on passe au chat. C'est plus ouvert en plus, puisqu'il n'y a pas une lettre unique. Pour les chats, il n'y a pas cette histoire de lettres en V. Alors figurez-vous que les deux premières places du podium chez les chats, eh bien, les deux premières places sont tirées du même univers, de la même fiction. C'est l'histoire de la vie. Le Roi Lion. Oui. Les deux premiers noms donnés au chat. Pas Moussafa, non. Non, comment ça... Pour la première place, c'est plutôt peut-être pour les femelles, du coup. Non. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas bien. Nala. Nala, première position chez les chats. On aurait plus de 7000. Oui, soyons précis, 7687 chats baptisés Nala l'année dernière. Et en deuxième, donc, on a son copain, figurez-vous. Je ne sais pas si vous l'avez. Le héros, quoi. Non. Mufasa, son fils. Simba, 6665 chats l'année dernière. Et alors, le plus drôle, c'est que pour la troisième place des chats, on retrouve un nom qu'on a déjà évoqué, figurez-vous, côté chien. Même si vous m'avez bien écouté, c'était même le premier nom côté chien, qui est donc le troisième pour les chats. C'était pas Vicky, c'était Vanille. Bien joué. Voilà. Vanille. On en revient à Vanille. C'est le premier chez les chiens, troisième chez les chats. Donc finalement, je commence cette chronique comme... Je peux vous poser une question, Félix le chat. Félix le chat. Ah, c'est drôle. Non, mais là, vous parlez de l'obligation quand votre chien ou votre chat est de race, parce que vous êtes obligé de respecter une lettre. C'est la LOF. Oui, bien sûr. Non, mais on parle que des chiens ou des chats de race. Ah, mais alors pour les chats. Non, parce que là, pour les chats, vous avez Nala en N, Simba en S, Vanille. Non, c'est pour les chiens qui se sont cantonnés au V. C'est vrai que pour les chiens, on a tendance à respecter la lettre de l'année, contrairement aux chats. Et donc, ces chiffres, ils viennent du fichier identification des carnivores domestiques, je vous le disais, qui permet de les répertorier. Eh bien, moi, j'ai 3 chats. C'est leur état civil. C'est leur état civil. Et ils s'appellent Léonard, Charlotte et Sacha. Franchement, ça m'aurait manqué de pas savoir ça. Alors, pendant qu'on y est, moi j'ai un chien et un chat. Léonard, Charlotte. Donc j'ai un border collie qui s'appelle Estia, avec un H. C'est intéressant. C'est le DS grec, attention. Et mon chat qui est un persan s'appelle Rafale. C'est joli, Rafale. Il bouge jamais. C'est le chien pyjama. Il mange juste la fermeture éclair, vous la mettez à un endroit, vous revenez 6 heures après. Vous pouvez nous faire rentrer encore davantage. Je vais ajouter ma petite chatte personnelle. C'est pas ma chatte et le chat de ma fille.
Oui. Il s'appelle Mozza. Mozza. Ramsès, Romulus et Rémus, bien sûr. Et donc je leur disais hors antenne que quand je suis allée à la clinique vétérinaire la première fois avec mes chats, comment s'appellent vos chats, Charlotte, Léonard et Sacha, elle m'a dit non, pas vos enfants, vos chats. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ok, bah écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci beaucoup Félix Mathieu. Félix qui a été stagiaire à 30 millions d'amis pendant des années. C'est gentil, merci beaucoup. Les amis, allez, on continue dans un instant le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. Alors moi, je vais parler du dernier film d'Almodovar. Enfin, un sujet sérieux. Je vais parler des Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Les mois de l'agression qui a eu lieu, c'est un peu plus de personnel soignant dans un hôpital par un type et quelqu'un de sa famille qui attendait aux urgences et qui ont bastonné des soignants. Et puis j'ai une petite proposition à faire. Très bien. Eh bien, on fait une petite pause. Merci beaucoup Félix Mathieu pour ce moment de douceur. Voilà, exactement. Canin, allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est presque bientôt la fin. Et c'est bien dommage parce qu'elle est très sympa cette émission. Vous m'avez fait beaucoup rire, messieurs, autour de cette table. On a parfois traité les sujets. Autant vous ne m'avez rien appris, autant j'ai beaucoup ri. Allez, bam, François. Vous n'avez rien appris, ma chère Cécile, malgré les choses très importantes qu'on a pu dire. Oui, sur les chiens et les chats, là, oui, c'est vrai. Philippe Bilger est avec nous, Éric Revel et René Chiche. Et bien sûr. Bonsoir. Je me moque de vous. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Buenas tardes, amigos. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais bien plus. Bah une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler du dernier film de Almodovar. Alors là, j'aimerais un peu de silence. C'est une élévation culturelle absolue. D'accord. Le dernier film d'Almodovar qui a bénéficié d'une très bonne critique dans Le Parisien, mais que pour ma part, je n'ai pas trouvé excellent. Le sujet est tragique. C'est une femme qui décide de mourir et qui se fait accompagner par une amie qui est jouée à la perfection par Julianne Moore, qui est une très belle femme et au demeurant une formidable actrice. Mais ce film qui est fait pour susciter l'émotion est tellement verbeux finalement qu'en définitive chez peut-être quelqu'un de sec comme moi ça ne suscite pas véritablement d'émotion, et je dirais que le texte qu'on fait dire parfois à l'homme est au sommet du ridicule, puisqu'il est simplement angoissé par le climatique et le et l'extrême droite. Donc si vous allez le voir, vous serez peut-être déçu comme je l'ai été. On n'ira pas le voir, ça c'est sûr. Oui, non, mais peut-être, j'admets qu'on puisse avoir un avis divergent. Quand même. Vous aimez Almodovar, comme dans tous les domaines qu'on traite. Oui, bien sûr, bien sûr. Immense réalisateur, mais mon préféré c'est Tim Burton. Ah oui. Ah bon? J'adore Tim Burton. Vous êtes un fantaisiste. Vous avez vu Big Fish? Oui, bien sûr. Si ça vous qui aimez l'émotion, Philippe Bilger, ça vous secoue pas Big Fish, allez voir Big Fish. C'est un vieux film, mais ce que je préfère, les relations entre un père et son fils, et Big Mac, avec cette métaphore du fils qui accompagne son père dans le torrent de la vie, là où il va mourir, c'est. Mais non, mais c'est. Moi, ce que je préfère chez Tim Burton, c'est Monica Bellucci. Et il y a notre réalisateur Maxime qui a dit le meilleur réalisateur, c'est moi. D'ailleurs, c'est le meilleur, il faut le dire. Bravo, c'est gentil, merci. C'est tellement spontané. Vous avez choisi un gros poisson. Ouais. Ok, on va passer à la question suivante, parce que sinon on va être, sans transition. Voilà, sans transition, exactement. Les Champs-Élysées avec vous, René Chiche. Oui, alors voilà, c'est un petit coup de blues. Ah, très bien. Bravo Maxime. Non, c'est un petit coup de blues. J'aimais bien cette émission. Tout le monde sortait de la voiture, c'était sympa. Ah, moi aussi j'adorais. Non, c'est un petit coup de blues parce que vous savez qu'il y a quelques jours, il y a la Fnac qui a fermé définitivement. Ouais. Il y a 10 ans, il y avait le Virgin Megastore, des lieux culturels quand même sur les Champs-Élysées. Il n'y a plus que 2 cinémas sur les Champs-Élysées. Ouais. Il y en avait 20 il y a 30 ans. C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, et parce que je vous expliquais pourquoi, l'autre jour j'étais sur les Champs-Élysées pour la remise d'un prix que je citerai à la fin si vous me le permettez. Voilà. Et en fait, c'est vrai que maintenant les Champs-Élysées c'est devenu vraiment une sorte de centre commercial de luxe, quoi, de duty free. Ce n'est plus du tout les Champs-Élysées
que j'aimais arpenter avant quand j'avais 15-20 ans. On avait rendez-vous. Oui, même par exemple, il y avait l'espace Citroën qui n'existe plus. Il n'y a plus de Peugeot, il y a plus de Citroën. Heureusement, il y a le drugstore qui est canon. Voilà, vous avez raison. Il reste le drugstore. Avec en plus le cinéma collé. Avec le cinéma. C'est l'un des deux cinémas qui reste. Qui a été refait, qui est très beau. Absolument. Ils ont fermé l'UGC, comment il s'appelle en haut, là, l'UGC Lido, là, je ne sais plus comment il s'appelle, l'UGC Normandie. Mais le Lido a fermé aussi, il n'y a plus de cabaret. Il n'y a plus aussi, vous savez quoi, il n'y a plus le Queen, la fameuse boîte de nuit de Queen qui donne une ambiance un peu comme ça. Maintenant, vous allez, ce sont que des boutiques de luxe. Vous savez, voilà, vous savez que maintenant, c'est le Qatar qui possède à peu près 15-20 immeubles des Champs-Élysées. Le reste par l'Arabie Saoudite et certains autres immeubles par les Russes. C'est-à-dire que ce fleuron quand même français, les Champs-Élysées qu'on considère comme du monde. Exact. C'est plus ça. En plus, il y a quand même pas mal d'insécurité. Moi, j'y suis encore allé l'autre jour. Et on se sent plus dans son élément. En plus, il y a des loyers exorbitants. Vous savez que par exemple, Louis Vuitton a préféré acheter son fameux magnifique immeuble plutôt que de payer des loyers exorbitants. Bon, ils l'ont acheté quand même 800 millions, l'immeuble. Donc il faut vendre beaucoup de sacs pour amortir. En fait, et vous savez qu'en plus, pour vous dire, outre les marques de luxe, et j'en aurais terminé pour cette première petite partie de ma chronique, parce qu'ensuite j'en ai une deuxième. Mais dépêchez-vous. On a un train. Voilà, l'enseigne qui marche le mieux sur les Champs-Élysées, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une enseigne de restauration. De McDonald's. Et en plus, c'est l'enseigne qui est la plus rentable du monde pour McDonald's. Vous imaginez ? Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment une sorte de duty-free. Moi, quand j'y vais, je trouve qu'il n'y a plus d'âme. C'est dommage. Et pourquoi j'étais aux Champs-Élysées ? Je termine rapidement. Parce que l'autre jour, on avait la remise des lauriers du cinéma, qui est fait par le Club Médiaciné, qui regroupe une quarantaine de journalistes, qui est un peu l'antichambre, vous voyez, des Césars. On décerne des prix, pas autant que les Césars, mais quand même. Alors je voulais juste donner le palmarès, si vous pouvez me permettre, en 20 secondes. Meilleur film français, Emilia Pérez de Jacques Audiard. Meilleur film étranger, oui, après les choix se discutent, bien sûr, Philippe, vous avez raison. Meilleur film étranger, La Zone d'intérêt. Meilleure comédie, 2 films français ex aequo, Enfant phare et 20 dieux. Et meilleure révélation masculine et féminine. Alors, le masculin, c'est le jeune acteur de L'Amour ouf, Malik Frika. Et pour la révélation féminine, c'est Megan Northam, qui joue dans un film qui s'appelle Rabia, qui est consacré à une jeune qui va faire le djihad en Syrie, qui est sortie en novembre. Voilà, c'est donc les lauriers du cinéma. Je vous remercie de votre attention. Bravo. En gros, c'est un bon palmarès. Pas mal. J'en ai vu des chroniques pourries, mais alors celle-là, elle était vraiment j'ai pas été convaincu par 20 dieux, mon cher René. Non, mais bien sûr. Pas par le classement, par le film lui-même. Voilà. Eric, moi non plus, j'ai pas voté pour. Eric Revel. Alors moi, je voulais vous parler de ce qui s'est passé absolument hallucinant, de violence à l'hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse. Où 7 personnes, 7 soignants, ont été agressés physiquement par 2 frères dont l'un attendait aux urgences. Agression qui ont entraîné des coups et blessures. Ces 7 soignants, non seulement évidemment sont choqués psychologiquement, mais ont été meurtris dans leur chair. Les urgences sont saturées. Là, la grippe est dans un pic, mais vous vous rendez compte que quand vous attendez trop aux urgences, maintenant, quand vous êtes soignant ou aide-soignante ou infirmière, vous risquez de vous faire agresser. De vous faire agresser physiquement. Là, vous avez une personne qui s'est fait agresser, d'autres sont venus à son secours et ils se sont fait tabasser par les 2 frères dont l'un attendait aux urgences qui est parti. Alors moi, je voulais faire une petite proposition mi-provocation, mi-réfléchie. Vous savez que quand vous avez des infractions routières, taux d'alcoolémie, trop grande vitesse, vous suspendez le permis de conduire. Très bien. Eh bien, moi, je me demande dans quelle mesure, pour faire réfléchir tous ces gens-là, au-delà de la peine qu'ils risquent, parce que quand vous frappez des gens, que ce soit des soignants ou des gens dans la rue, vous risquez une peine, j'espère, de prison. C'est de suspendre leur carte vitale. Suspendons leur carte vitale comme on suspend le permis de conduire pour des gens qui ou font des infractions sur la route ou commettent sur nos soignants dont nous avons un besoin énorme des actes absolument scandaleux et scandaleux. On n'est pas bête du tout, mon cher Eric. Non, mais vraiment. Non, je comprends la volonté de. Non, mais René va être contre, forcément. Non, mais pas toujours. Mais je comprends la volonté. Il ne veut pas sanctionner. Mais excusez-moi, ces personnes qui ont agressé, c'est à la police, à la justice de faire leur métier, les condamner encore plus. Mais ils ne seront pas condamnés. Il n'y a pas de
passe en prison, il n'y a pas de petite peine. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'absolu, c'est ça. Par contre, leur enlever la carte vitale, imaginez que cette personne. Mais là, je touche pas la famille, René, je touche le type qui a fait l'agression. Vous voyez, je répondais à votre reproche de tout à l'heure. Après sa condamnation ou quoi que ce soit, tombe vraiment malade. Oui. Donc elle a plus de moyens pour se faire soigner. Oui. Elle représente quand même, finalement, ensuite, un danger pour la santé publique. Non. Ah bah si, si elle ne se fait pas soigner, si elle n'a pas de moyens de se faire soigner. Excusez-moi, quelqu'un qui a plus de points sur son permis, qui est commercial, qui en a besoin, on lui fait pas de cadeau. On lui dit de vous perdez votre job, monsieur. Mais c'est pas la même chose. Vous pouvez pas mélanger la santé. Mais non, excusez-moi. Je suis pour condamner les personnes, certes, avec sévérité, bien sûr, mais enlever la carte vitale si la personne, n'a pas d'argent peut-être, 2, si elle n'a pas aucun moyen. Imaginez, elle a un vrai problème de santé, on la laisse, alors qu'est-ce qu'elle fait? Et le problème de santé des gens qui se sont fait agresser, mon cher René, ça ne permettrait pas aux gens de réfléchir un peu avant d'agresser des... Excusez-moi, surtout, si celui qui attendait a pu partir des urgences... En revanche, pour aller dans votre sens, pour qu'il y ait vraiment quelque chose d'éducatif, de dire à toute personne des travaux d'intérêt généraux, de dire maintenant vous allez passer une semaine aux urgences, à aller chercher les gens chez eux, les ramener et à attendre, et voilà. Et de vivre en immersion... C'est infaisable. C'est infaisable, ça aussi, je pense. Travaux d'intérêt généraux. Mais attendez, regardez la difficulté qu'ont les élus locaux à faire respecter les travaux d'intérêt généraux pour des petits trafiquants. Non, mais ça, ce sont des gamins, ça sont des adultes. C'est faisable. En plus, je sais pas si en tout cas, on est d'accord pour dire que c'est incroyable ce qui s'est passé à Annemasse. Mais bien sûr que c'est inacceptable. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pour les condamner sévèrement, mais pas leur retirer la carte vitale. Très indulgent. Mais temporairement, pour les faire réfléchir. Si durant cette période, mais il est si malade. vous êtes condamné à ça, peut-être que vous réfléchirez à 2 fois avant d'agresser à quelqu'un, même si vous attendez pendant 5 heures aux urgences. C'est pas de la faute des aides-soignants si on n'a pas assez de gens pour traiter les urgences et de structures pour traiter les urgences dans ce pays. Bon, même si Emmanuel Macron avait expliqué que à la fin 2024, il n'y aurait plus de problème d'urgence. Oui. On est quoi? On est en 25. Vous avez raison. Allez, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur Trump qui va rencontrer Vladimir Poutine. Objectif affiché, en finir avec cette guerre en Ukraine. Alors parlons vrai. Poutine s'est déclaré, je cite, ouvert au contact sans condition préalable avec Trump. Est-ce un signe positif? Et à cette question, sommet Poutine-Trump annoncé, croyez-vous à une fin rapide de la guerre en Ukraine? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On revient dans un instant. Merci de votre fidélité. Ouvrez voix. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. C'est vendredi. On espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous aussi, avec vous, c'était très sympa. Ce week-end, il va faire beau, visiblement, pas partout, mais en tout cas, ça va nous permettre de regarder, de voir le ciel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Allez, tout de suite avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, René Chiché, Eric Revel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et Philippe David. Faites-moi le plus beau bonsoir, Eric. Bonsoir. Bonsoir. Il pouvait pas faire mieux. Frédéric Mitterrand était ressuscité. Bonsoir. Allez, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise. Le nouveau président est une personne intelligente. Le Kremlin a pu contribuer à faire que Trump arrive à la Maison-Blanche. Trump veut se débarrasser de la guerre. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. Avec Donald Trump, on ne peut rien exclure. Je leur promets le feu et la fureur. Et Donald Trump va donc rencontrer Vladimir Poutine. Objectif affiché, finir avec la guerre en Ukraine. Comme il l'avait promis durant sa campagne, le président russe veut qu'on se rencontre et nous sommes en train de s'organiser avec, c'est ce qu'a dit en tout cas le président élu des États-Unis. Alors parlons vrai, craignez-vous que l'Ukraine soit le dindon de la farce de cette rencontre? Et à cette question, sommet Poutine-Trump annoncé, croyez-vous à une fin rapide de la guerre en Ukraine? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Julien attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on peut imaginer un désir, mutuel en tout cas, entre l'Ukraine et la Russie de vouloir arriver finalement à une paix? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Sûrement. Cécile et Philippe
Mais ce qui d'abord, je suis content tout de même sur le plan politique qu'à un moment donné, une rencontre s'organise, et ça va être le cas puisque des deux côtés, on est d'accord pour cette rencontre. Ce dont j'ai peur, pour aller très vite, c'est que la comparaison est sans doute discutable, c'est que Trump soit tenté de faire avec Poutine et l'Ukraine ce que De Gaulle a fait avec l'Algérie. C'est-à-dire, au fond, pour tenir sa promesse et pour se débarrasser de ce problème, qu'il donne la mise en définitive à la conquête de l'Ukraine, qui est déjà très avancée de la part de Poutine, qui, sur le plan militaire, est très largement victorieux. Donc c'est ça qui me fait peur. Éric Revel ? Le sort de l'Ukraine dépend des États-Unis et donc dépend de Donald Trump. C'est clair, net. Au niveau de l'armement, il n'y a pas d'autres possibilités. Bon, Zelensky avait, avant même l'élection de Trump, affirmé que l'année 2025, ce serait l'année des négociations. Il est temps de mettre un terme à cette guerre terrifiante pour tous ceux qui meurent. Les Ukrainiens, les jeunes Russes, enfin c'est une boucherie absolument hallucinante. Maintenant, je pense que la négociation elle va se faire sur la base Poutine garde le Donbass et la Crimée. Je pense que ça va se terminer comme ça. Est-ce que Zelensky l'acceptera ? S'il ne l'accepte pas, est-ce qu'il reste au pouvoir ? Parce que dès lors que les Américains siffleront la fin de cette terrifiante guerre, Zelensky ne pourra pas s'y opposer. Oui, alors, on va peut-être assister à un gel du conflit. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter aux situations actuelles. Parce que autant l'Ukraine est dans une situation très difficile, mais la Russie aussi. Ouais, c'est quand même que les sanctions sur l'économie russe sont terribles. Et il paraît que les Russes perdent à peu près en hommes chaque jour, blessés ou tués, 1500 hommes par jour. Bon, l'Ukraine, n'en parlons pas, c'est encore pire. Donc, je pense que les conditions, la situation à la fois financière des deux pays, la situation humaine, va les contraindre. Par contre, Trump va peut-être rencontrer Poutine, mais Trump, il faut quand même se méfier, parce que Trump, je me souviens qu'il avait rencontré Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, en promettant plein de choses, et finalement, il ne s'est rien passé. Il a aussi promis une sacrée avancée. Pourtant, quelle avancée ? Du côté de Corée du Nord. Pas vraiment. Mais pendant quelque temps, il avait. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ouais, franchement, il n'y a pas eu un grand. Il a quitté le pouvoir aussi. Oui, d'accord, mais enfin, en tous les cas, ça n'a pas duré. La Corée du Nord n'a pas suivi les promesses qu'ils avaient éventuellement faites avec toi. On ne pouvait pas rêver de la Corée du Nord démocratique en sorte de 2 ou 3 ans. Mais de toute façon, Trump veut maintenant s'imposer, on le voit, comme le maître central de la diplomatie mondiale. À la fois, il veut régler le problème en Ukraine-Russie, il veut aussi régler rapidement, à mon avis, il aura plus de facilité à régler le problème Gaza-Israël. Ça va être plus facile, à mon avis, que régler le problème Russie. Il va pas régler les problèmes de tout le monde. Je crois pas. Moi, je crois que si. Je crois que ça va être plus facile. Il pourra régler un cessez-le-feu, mais il n'imagine pas régler le problème pour qu'il n'y ait plus de problème entre Israël et... Non, mais que la situation militaire s'arrête, pour que le conflit militaire... Oui, j'ai terminé, oui. Non, mais il y a quelque chose, et je rejoins ce qu'a dit Eric tout à l'heure, et même René. Ah, merci. Il y a eu un entretien très long qu'a donné Zelensky avec un journaliste américain, et il est effrayant de voir aujourd'hui à quel point, dans les discussions, on met sur le même plan l'Ukraine et la Russie, comme si en réalité, cette dernière n'avait pas envahi l'Ukraine. D'ailleurs, je ne sais pas si... Zelensky s'est battu là-dessus. Oui, je ne sais pas. Mais il y a une naïveté aujourd'hui à l'égard de l'Ukraine, à l'égard de la Russie. Pour qu'il y ait une rencontre. Laissez-le finir. Et il n'a pas laissé finir tout à l'heure. Mais c'était normal, c'était pas bien ce que vous disiez. Moi, on m'interrompt pas. Allez-y, René. Mais je vous adore, vous le savez. Oui, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une rencontre. Non, excusez-moi, Philippe. Si vous pouviez faire silence. Je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une rencontre Poutine-Zelensky dans l'immédiat. C'est ce qui serait quand même l'événement. Qui serait quand même l'événement. Vous avez vu ce qu'a raconté Zelensky hier. C'est quoi le meilleur scénario, finalement, in fine? Ce serait quoi le plus plausible, à part tout donner à la Russie? Ce qu'a annoncé Zelensky, mais qui ne se passera pas, parce qu'il est en train de perdre militairement au dépit des armes qui ont été livrées, c'est qu'il recouvre l'intégralité du territoire ukrainien. C'est pas possible. Donc le Donbass et la Crimée resteront russes. Est-ce que Zelensky s'en satisfera ? Je ne sais pas. Mais on parlait de la Corée du Nord. N'oubliez pas qu'il y a des soldats nord-coréens qui épaulent les Russes. Bon. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, ce qui est formidable avec Trump, c'est qu'il est capable de tout. Oui.
Mais justement, parce qu'il est capable de tout, il faut quand même qu'il fasse attention à ce qu'il va faire. Parce qu'il ne faut pas non plus humilier et acculer Poutine. Donc c'est un vrai sujet, il ne faut pas lui imposer des choses. Et vous avez vu que j'ai coupé la parole à personne, Philippe. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'autorité est un mystère et le mystère est une distance. Mais François Mitterrand, c'est ça ? Exact. Mais n'empêche que le danger, ce serait que le cessez-le-feu stagne les positions, et là évidemment l'Ukraine est complètement dans la mouille. Mais ce qui est bien, c'est que Poutine a l'air ouvert au dialogue, déjà, ce qui est important. Sa phrase déjà où il répond « Je suis ouvert au contact sans condition préalable », c'est déjà... Oui, c'est déjà un progrès. Alors là, Cécile, si vous me permettez de vous contredire, je crois qu'il est ouvert au dialogue parce qu'il n'a pas le choix avec Donald Trump, mais qu'il va être terrible dans la négociation. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'a dit Zelensky hier ? Il a dit Poutine est un tueur d'enfants. C'est pas quand même les conditions meilleures pour entamer un dialogue direct avec Poutine. Par contre, ce qui peut vraiment inciter Trump à essayer de trouver un accord, c'est que Zelensky, qui effectivement a fait des ouvertures, etc., a promis, entre guillemets, aux Américains de gros investissements pour l'exploitation des ressources naturelles de l'Ukraine en cas d'arrêt du conflit, en cas de reconstruction de l'Ukraine. Donc Trump, qui est quand même un businessman, qui veut que l'économie américaine se porte de mieux en mieux, pourrait mettre la pression encore plus. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci Madame, beaucoup. messieurs, merci beaucoup. Et Crevel, et merci beaucoup, René. Merci à vous tous. Et direction, puisque vous savez que ce soir, il y a du pro des deux, et Alexandre Priam est avec nous. Bonsoir, Alexandre. Salut, Alexandre. Et bonsoir à tous. On a même carrément un week-end de rugby exceptionnel. Et j'en profite pour féliciter Alexandre Priam, qui a fait des directs de Los Angeles sur toutes les chaînes de télé avec talent et brio, vraiment. Et vous avez fait la fierté de Sud Radio. Bravo. Merci beaucoup, je m'y attendais pas, merci beaucoup. On était très très fiers, et moi devant ma télé BFM TV hier, je vois notre Alexandre, national, qui représentait la radio. Franchement, exactement, ça nous fait chaud au cœur. Enfin, il est excellent partout, et même en rugby, c'est ça qui est dingue, ce garçon n'a pas de défaut. La Pro D2, donc c'est ce soir Dax-Brive. Après les incendies, il va neiger à Los Angeles. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Oui, effectivement, oui, ça nous ferait pas de mal d'ailleurs. De la Pro D2 ce soir, avec cette 16e journée, avec en plus de la Champions Cup. Ça va se coupler avec tout ça. Donc on va voir 8 rencontres à vous commenter ce soir sur Sud Radio jusqu'à 23h. Et puis effectivement, Philippe, tu le disais, un week-end exceptionnel avec Exeter, Union Bordeaux-Bègles, avec La Rochelle, Leinster, et puis surtout avec Sharks, Stade Toulousain. Ça, c'est très attendu au cœur d'un week-end en hommage à la disparition de Mehdi Nargissi. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne émission les amis, on vous souhaite un excellent week-end. On remercie bien sûr notre équipe formidable. Merci beaucoup Maxime, Félix, Nelly, Juliane, aujourd'hui au standard, Aude et Aurore et tout. Et voilà, et toute la clique et toute notre équipe formidable. Passez un excellent week-end, faites bien attention avec vous s'il neige ou s'il y a du verglas. On vous embrasse, à lundi. Au revoir.